Live. Bienvenue à toutes et tous. Cette émission aujourd'hui est un petit peu particulière puisqu'elle va être quelque part sous le thème de la Social Good Week, puisqu'en ce moment, et oui, c'est la Social Good Week, la semaine du web social et solidaire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec Rémi, nous accueillons sur le plateau deux personnes qui travaillent sur le web et sur le lien. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Je les présente en un mot. Nous avons Jean-Marc Potvin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, vous allez principalement en fait nous parler aujourd'hui du projet Entourage. Et puis nous avons Martin Noblecourt. Bonjour. Bonjour Martin, qui va nous parler de carte ONG. Alors vous pouvez suivre cette émission bien sûr là en live. Vous êtes peut-être sur le site des Rendez-vous du Futur ou sur le Facebook Live. Vous pouvez aussi interagir en posant vos questions avec les hashtags RDVF comme Rendez-vous du Futur ou Social Good Week. Maintenant je vais me tourner vers Rémi. Rémi, est-ce que tu pourrais déjà nous dire quelques mots sur notre premier invité Jean-Marc? Qui est-il? En quoi consiste un petit peu son projet et ce qui nous permettra d'initier la conversation et l'échange. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Marc. Donc on va vous présenter en 2 minutes. Vous êtes un entrepreneur social, vous êtes passionné des nouvelles technologies et d'innovation. Et on vous qualifie souvent d'entrepreneur en quête d'humanité. Et on va le comprendre. Alors de formation, vous êtes ingénieur. Vous avez cofondé Quelcou, l'entreprise de comparaison qu'on connaît, de prix, qui a été revendue à Yahoo. Et vous avez aussi été le vice-président de Yahoo Europe. Donc à ce moment-là, ça marchait plutôt bien pour vous. Et puis, vous avez eu envie de plus de sens dans votre vie. Donc vous quittez Yahoo en 2006. Vous devenez Business Angels. Et puis en 2008, vous avez une expérience mystique qui va changer votre vie. Vous écrivez un livre à ce sujet qui s'appelle « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu, l'expérience mystique d'un Business Angel » qui est paru en 2012. Vous dites que cette expérience a changé vos relations aux hommes, que vous voyez les autres différemment. Mais cette nouvelle manière de voir la vie ne vous a pas dépourvu de votre sens de l'entrepreneuriat et de l'envie de l'engagement. Et c'est ainsi que vous fondez en 2014 le réseau Entourage pour mettre la technologie positive au service des plus démunis. Alors, qu'est-ce que ce réseau Entourage ? En fait, c'est d'abord une histoire de rencontre. En 2012, j'avais rejoint comme COO un réseau social qui s'appelle Viadeo. Et en allant travailler chez Viadeo, j'ai fait des tas de rencontres avec des personnes SDF qui dormaient sur le trottoir de mon trajet quotidien en allant travailler à Paris, dans le 9e. Et j'ai fait connaissance avec ces gens et on est devenus amis. Et en fait, une fois que la relation a été établie avec eux, j'ai été entraîné dans un tas de galères qu'ils peuvent avoir. Un jour, un des hommes que je connaissais bien pleurait parce qu'il s'était fait agresser pendant la nuit et ses dents étaient cassées. Et à chaque fois, je me suis dépatouillé avec mon téléphone en disant Twitter, est-ce que tu connais dans le 9e un dentiste qui accepterait de soigner en urgence une personne SDF, etc. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que ces gens qui sont sur les trottoirs de nos villes, et globalement, on est mal à l'aise, on ne sait pas trop comment se comporter, on ne les regarde pas trop, on détourne la tête, on presse le pas. C'est pas évident en fait, non, c'est pas facile, d'avoir la relation avec une personne, d'entrer en relation avec. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, en fait, souffraient de ce manque de regard, de cette solitude, de cet isolement. Et en fait, on a décidé avec eux donc de créer le premier réseau de solidarité de proximité, qui s'appelle Entourage, dont le but c'est de faire agir le grand public dans une relation un peu collaborative avec les personnes SDF qui croisent tous les jours. Alors, comment ça marche concrètement? Moi, je suis dans la rue, je suis avec mon smartphone, avec l'appli Entourage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 2 grandes choses, quoi. Soit vous êtes dans la rue, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez et vous êtes en lien avec lui, et à un moment donné, il y a un problème particulier, et là, dans Entourage, vous appelez à l'aide d'autres riverains qui peuvent venir vous aider à faire quelque chose. Il s'agit peut-être de trouver quelqu'un qui parle le hongrois pour traduire et faire une démarche de papier parce que lui ne parle pas le français, ou tout simplement de l'emmener au cinéma et de faire quelque chose ensemble. Ou alors vous n'osez pas trop aller à la rencontre de ces personnes parce qu'il y a une forme de timidité, on ne sait pas trop comment se comporter. Et là, je peux rejoindre un entourage existant et participer à des espèces d'actions spontanées, solidaires qui sont créées par les gens. En fait, un entourage, c'est un petit groupe de personnes qui font un truc ensemble. En fait, vous dites que c'est une communauté, un petit peu à l'inverse de Facebook d'ailleurs, puisque c'est là où vous favorisez la rencontre entre des personnes qui ne se connaissent pas. En fait, les réseaux sociaux ont été construits avec ce qu'on appelle les moteurs d'engagement quand on travaille sur ces réseaux sociaux. Et ces moteurs d'engagement, il y en a plusieurs, mais la plupart sont soit on va virtualiser la relation, soit on va travailler sur la vanité, ce que chez Yahoo, ils appelaient les moteurs de vanité. Je vais être retweeté 257 fois, waouh, super, j'ai envie de revenir. Soit aussi de créer un entre-soi. Les réseaux sociaux vont rapprocher des gens
qui ont fait les mêmes études, qui ont travaillé dans les mêmes entreprises, des algorithmes de recommandation, de filtrage collaboratif. Et nous, on va faire juste l'inverse de ça. C'est-à-dire que plutôt que de virtualiser une relation et de créer des entre-soi, on va dire, va rencontrer celui que tu vois tous les jours, qui est très différent, parce que tu crois être très différent, mais qui est dans ton village local, à l'inverse d'un village global, et qui en réalité va t'enrichir beaucoup, et toi tu peux aussi l'enrichir. Donc on va utiliser la technologie positive pour partir de gens qui ne se connaissent pas, les rapprocher ensemble et faire en sorte qu'ils fassent des actions dans la vraie vie et des rencontres de gens qui sont très différents l'un de l'autre. Comment ce projet a été accueilli par des associations qui travaillent déjà sur la question des sans-abri? Oui, alors en fait on est très innovant vis-à-vis de ça, parce que pour la première fois on dit vraiment on va mettre la technologie en plateforme collaborative pour faire intervenir le grand public. Et ça n'existe pas. Les associations, elles prennent des bénévoles, elles les forment, voire même ils ont des salariés, des travailleurs sociaux, etc. Donc on bouge les lignes, on déplace le curseur, et on ne dit pas le grand public va remplacer le travail associatif. Le grand public est là en complémentarité, en fait pour recréer un lien gratuit, un peu simple, etc., et qui est très complémentaire au travail social. On a déjà depuis 1 an 47 associations, parce qu'en fait on a lancé il y a 1 an déjà la version pour les assos d'entourage, qui est une version particulière pour eux. Et il y a déjà 47 assos qui nous ont rejoints dans 15 villes. Il y a Montréal et Bruxelles qui a ouvert également. Donc il y a un tas d'assos qui comprennent que voilà, il se passe des choses et il faut embrasser cette possibilité nouvelle, quoi. Merci Jean-Marc. J'aimerais poser, on va changer un petit peu de sujet avec notre deuxième invité. Martin, donc il y a cette dimension un petit peu, je pense, de web, il y a cette dimension en fait de tendre la main quelque part. Alors Carte ONG, c'est quoi? Donc c'est un système qui permet de mettre en place des cartes, de cartographier au service d'associations humanitaires, c'est ça? Plus ou moins. Alors Carte ONG, en fait, c'est une structure à la base, donc c'est une association. C'est vrai qu'on est parti d'un modèle assez traditionnel finalement. Donc quand je vois les acteurs dans la Social Good Week, je trouve qu'on a plutôt de la chance d'être là, parce qu'en fait au départ, on était vraiment donc un groupe de personnes qui voulaient apporter donc les technologies de la cartographie dans le monde de l'humanitaire. Et c'est vrai qu'en fait, on s'est retrouvé donc accroché à ce monde du contributif, de l'open source, du collaboratif, via tous les outils qui permettent aujourd'hui à des gens de participer à distance. Et finalement, on se retrouve avec des problématiques assez similaires à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on travaille avec les acteurs traditionnels de l'humanitaire, qui vont être Médecins sans frontières, le HCR, des grosses ONG, des agences des Nations Unies. Et nous, ce qu'on essaie de leur apporter, c'est donc ces outils innovants, tout en les adaptant à la réalité de leur travail. Et c'est ça la grosse problématique aujourd'hui, en fait, pour nous. Alors pourquoi ces associations, MSF, etc., en fait, ont besoin de cartes déjà? Alors, y a quelque chose qui est très simple, c'est, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Tchad, au Sud-Soudan, en Guinée forestière, enfin dans ce type de lieu où on ne va pas trop pour faire du tourisme. Google Maps n'existe pas en fait là-bas. Les gens, on est tellement habitués à avoir notre smartphone avec Google maintenant que pour nous la cartographie est une évidence. Il y a beaucoup de régions dans le monde qui ne sont pas du tout cartographiées encore, où la base cartographique date des années 50-60 au final, et ce sont des pays où dont la population a explosé, la structure territoriale a complètement évolué. Donc le premier travail qu'on fait, c'est justement celui de la cartographie de base, de savoir où sont les gens, où sont les villes, où sont les routes. Et ça, c'est là-dessus justement qu'on utilise un outil qui s'appelle OpenStreetMap. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça commence à être un petit peu connu maintenant, qui est l'équivalent de Wikipédia pour les cartes, donc qui est libre et contributif. Donc OpenStreetMap, ça existe dans le monde entier, il y a une fondation au niveau mondial, il y a des associations nationales dans beaucoup de pays. Mais dans l'humanitaire, la plus-value hyper intéressante qu'on a, c'est que cette plateforme permet le travail donc sur place, de collecte d'informations, se balader dans la rue, dire ceci est un commerce, ceci est le nom de telle rue, mais aussi à distance. Avec, en fait, on a des outils très simples d'utilisation maintenant qui permettent aux gens, à partir donc d'une image satellite, donc comme si vous regardiez Google Earth ou un système de ce type, de dessiner les routes, les maisons, etc. Donc en fait, grâce à ça, ça nous permet d'avoir des gens qui interviennent à distance pour cartographier des zones d'intérêt d'ONG. Et après, cette donnée-là est utilisée directement sur les terrains par les acteurs pour se repérer, savoir où sont les populations, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples précis, justement, parce que vous intervenez même dans différents domaines, aussi bien qu'on la lutte contre le sida, les réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques projets précis? Par exemple, sur les questions de réfugiés, on a un bénévole qui a travaillé avec plusieurs associations au niveau du camp de Grande-Sainte, donc dans le nord de la France, pour aller justement cartographier le camp avec les réfugiés. Donc sur une logique participative où ils se baladaient dans le camp, donc avec des outils type GPS, smartphone, pour collecter de l'information sur les différents services disponibles dans le camp. Donc là, c'est un exemple typique de projet où il y a une utilité de fond sur avoir l'information qui est visuelle. Bon, après, c'est un petit camp de réfugiés, donc
les associations locales arrivent à le gérer sans, mais il y a aussi une dimension pédagogique et participative pour les populations. On peut être amené à faire ça de façon beaucoup plus institutionnelle, si je peux dire, avec le HCR dans des très grands camps de réfugiés en Afrique qui comptent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes, où là, avoir une carte à jour des infrastructures, de savoir où sont les poids d'eau, où sont les latrines, c'est du service public en fait pour eux là-bas, quoi. Et vous avez aussi agi en France, vous avez mené des actions, je pense notamment au Mapathon que vous avez mené à... C'était où? C'était à Ivry. Oui, on en fait régulièrement en fait. Donc les Mapathons, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est permettre à des gens de travailler à distance sur la cartographie. Donc à Ivry, ce qui était intéressant, c'est qu'on travaillait donc avec la ville d'Ivry qui nous a sollicité et avec les associations locales de migrants maliens qui vivent à Ivry. Et en fait, avec ces personnes de la diaspora, on a donc été cartographier la ville de Dianguirdé au Mali, qui est jumelée avec Ivry. Et en fait, dans le cadre de cette coopération, personne n'avait de carte. Ni Ivry, ni Dianguirdé, les collectivités locales n'avaient pas de carte à jour. C'est une grande commune rurale avec plein de petits villages. Et donc, pour les projets divers et variés d'adduction d'eau, etc., qu'ils mettent en place, c'est hyper important d'avoir une cartographie, de savoir où sont les gens, où sont les lieux, où sont les routes. Donc, en fait, on a organisé ça à Ivry avec les personnes d'origine malienne, où ils pouvaient cartographier à distance leur village et en plus après rajouter de l'information comme les noms des villages, où est l'école, où est le dispensaire, etc. Et ça nous permet de produire en fait la première carte à jour qui ait jamais existé sur cette ville finalement, quoi. En lien, en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que comme ces outils sont participatifs, vous avez aussi des gens maintenant au Mali qui maîtrisent ces technologies, qui peuvent nous aider à compléter l'information sur place. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que donc les exemples là, que vous citez, et puis d'autres aussi dans ce domaine du web social et solidaire, est-ce que concrètement, ça permet vraiment à des citoyens d'agir réellement, concrètement? Alors nous, ça a été un grand bonheur de voir ça quand on a lancé la version grand public il y a 2 mois, parce qu'on est aussi une carte en fait quelque part, mais on est la carte de chaleur humaine, parce qu'on considère que voilà, on amène de la chaleur humaine dans la rue, donc il y a des zones de chaleur comme ça qu'on voit sur la carte. Ces zones de chaleur, c'est là où les citoyens font des trucs avec les personnes SDF. Et en fait, ça a été assez touchant de voir la diversité des actions. C'était un policier qui, toute la journée, voit des situations de détresse. En fait, on se rendait compte que sur son temps libre, il essayait d'aider, de trouver des solutions. Une boulangère qui cherchait une association pour ses invendus. Une femme qui collectait des produits de crème hydratante pour les femmes à la rue. Auprès des pharmacies, et donc des tas d'initiatives auxquelles on n'a même pas pensé quand on a créé Entourage, et qui assez spontanément, les gens s'en emparent et font des trucs avec. Et c'est assez beau en fait de voir à la fois l'imagination et la façon dont, une fois que l'outil de mise en relation fonctionne, comment les gens s'en emparent et voilà, et inventent quelque chose d'un peu plus fraternel et bienveillant dans la rue. Nous, c'est vrai qu'on est sur une problématique un petit peu différente parce que le secteur de l'humanitaire, en fait, est beaucoup plus difficile pour les gens qui veulent s'engager de façon légère, parce que c'est un secteur qui s'est beaucoup professionnalisé depuis quelques années avec des contextes de plus en plus complexes au niveau des crises, qui ont plusieurs facteurs, ou quand vous prenez des pays comme la Syrie, c'est extrêmement difficile pour des personnes d'avoir un impact concret, en fait. Donc nous, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les outils qu'on a, c'est une des seules façons pour des gens d'aider sur des crises à distance, à part faire des dons en argent, en fait, finalement. Donc moi, c'est l'argument que j'aime bien utiliser, que vous avez un impact concret, puisque les ONG sur le terrain se servent de ce que vous produisez. Non, en fait, je voulais rebondir sur l'impact concret. Justement, on va accueillir Yannick Blanc, le président de la Fonda, et il dit que l'engagement dans les associations, l'engagement bénévole a évolué. Maintenant, on a envie d'agir de plus en plus localement, de plus en plus pour voir de plus en plus les résultats concrets. Est-ce que vous le constatez? En fait, nous, c'est une de nos 3 valeurs clés, c'est proximité égale humanité. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais de la personne qui est mise sur ma route et que je vois tous les jours? Et il y a quelque part un impact direct et un retour direct. C'est-à-dire que cette relation qui est établie avec cette personne que je vais croiser tous les jours, qui est peut-être au départ, que je perçois comme étant très différent de moi, instantanément dans cette relation, il va se passer un truc qui va me transformer. Et donc je suis payé en retour de façon directe, c'est-à-dire que humanité égale proximité, c'est là que ça se passe, et c'est très récompensant finalement pour les uns et pour les autres. Est-ce que vous savez si par exemple il y a eu des relations qui ont pu être établies un petit peu plus sur le long terme qu'une aide ponctuelle? Alors en fait c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que Entourage c'est un réseau de relations et c'est pas un réseau d'aide. On n'est pas là pour dire aux habitants vous allez infliger de l'aide aux SDF qui vous ont rien demandé. Donc, 1, on établit la relation, c'est-à-dire que, et 2, s'il y a un besoin d'aide, on peut aider, mais on considère d'abord la personne en tant que personne, et il y a une pédagogie qui consiste à dire, commence par regarder l'autre comme étant une personne, et pas un SDF, comme le regardant comme ayant besoin d'être rencontré, et pas comme ayant besoin d'aide. Et du coup, en cassant ça, en fait, on arrive à une vraie disruption, mais qui n'est pas une disruption technologique, qui est une disruption de l'humain,
qui est de dire on a tous en tête qu'il a besoin de 2 € d'une couverture, d'un sandwich. En fait, il a besoin d'abord d'exister, d'avoir un prénom, d'être reconnu. Et après, une fois que la relation elle existe, je dirais les premières, et si besoin matériel, si besoin d'autres choses, bah après il faut permettre de répondre à ça, de l'orienter vers des travailleurs sociaux, vers ce qui va bien, quoi. D'accord, ça permet donc finalement en fait ces outils, ces nouvelles démarches en fait permettent à des personnes qui étaient peut-être un peu éloignées ou qui n'osaient pas faire ce premier pas à le faire. En fait, une partie du problème de la grande misère, c'est que c'est un cercle vicieux entre la misère économique et la misère relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on perd son réseau de relations quand on est dans une misère économique. En Occident, en tout cas. Et pour en sortir, on a besoin de ce réseau. Et donc, notre objectif, c'est de recapitaliser d'un réseau de relations les personnes exclues qui n'en ont plus. Et ce réseau, il a une valeur, il a beaucoup de valeur. Et si on arrive à convaincre les gens de ça, alors on peut vraiment créer ce réseau de chaleur humaine avec l'entourage, qui est vraiment cette capacité à dire la relation vaut quelque chose, quoi. Martin, vous vouliez réagir? Oui, et c'est vrai que les outils numériques ont quelque chose d'intéressant pour ça, parce que nous, on est dans un secteur, l'humanitaire, où il y avait pas mal une position un peu misérabiliste, avec des bénéficiaires qui sont très séparés, en fait, qui sont juste là pour bénéficier de l'aide humanitaire. Et en fait, avec ces outils actuellement, on renverse un peu ça, parce qu'on est face à des outils technologiques qui sont nouveaux pour tout le monde, que ce soit la grosse ONG occidentale ou le petit collectif local de férus de technologie. Donc on a maintenant des Fab Labs, des communautés de technologie locales dans les pays d'Afrique, qui développent des compétences qui sont au niveau des nôtres maintenant, et qui demain, en fait, seront les personnes qui seront capables de faire progresser technologiquement les acteurs sociaux de leur territoire, que ce soit les gouvernements, la société civile, sans avoir besoin d'aide extérieure, en fait. En fait, on a été rejoint dans notre conseil d'administration par un ancien DG de Médecins du Monde, Olivier Lebel, et qui m'a appelé un jour en disant c'est vraiment bien dans l'entourage que vous faites, parce que l'ONG du futur, c'est une ONG qui sera capable de mobiliser de façon horizontale les populations. Pour ça, il faut 2 choses. Il faut mettre des choses en commun. Ces choses en commun, c'est une carte avec des datas, et c'est une plateforme de collaboration qui permet d'agir. Et de dire l'ONG de demain, elle est beaucoup moins cloisonnée qu'hier, avec des bénévoles qui vont appartenir à cette ONG, qui vont être formés, etc. Mais c'est une ONG qui va être beaucoup plus poreuse avec l'interaction qu'elle aura dans sa capacité de mobiliser des populations de façon directe, horizontale. Et pour ça, l'information, c'est crucial, en fait, justement. Nous on a un petit projet qui a été monté par des bénévoles où le but, c'est de créer une plateforme de partage d'informations sur les actions de solidarité des ONG de base à Madagascar, en fait. Donc de façon participative, juste pour faire remonter, dans tel secteur, l'association de solidarité entre telle ville et telle ville fait ce petit projet d'adduction d'eau, à créer un dispensaire, à créer un projet d'agriculture durable. Et en fait, tous ces petits projets-là ont 0 visibilité. Les gens ne savent pas ce qui se fait autour d'eux, ne savent pas quels autres acteurs interviennent, donc il n'y a aucune possibilité de coordination. C'est vrai que traditionnellement, le secteur de l'aide avait ces gros machins de coordination faits au niveau du développement, ça va être la Banque mondiale, au niveau de l'humanitaire, ça va être les Nations Unies avec OCHA. Et en fait, tous ces petits acteurs étaient un petit peu hors du radar, quoi. Et de mettre en place ce type d'outils participatifs, on espère que si les acteurs s'en emparent, ça va leur permettre justement de se coordonner de façon très organique et après mobiliser des énergies, des financements quand il y a besoin. Merci Martin. Et alors, quelles sont les actualités de Carte ONG en ce moment? Est-ce que vous êtes sur de nouveaux projets? Alors, en fait, nous, on a un gros travail, comme je disais, de passeur en fait, de technologie vis-à-vis du secteur du privé, de l'innovation, vers les humanitaires. Donc là, par exemple, on vient de conclure un projet de recherche sur l'utilisation du drone dans l'humanitaire. Et en fait, on a fait un gros rapport avec plein d'études de cas sur différentes ONG, sur quelle pouvait être l'utilité du drone dans l'humanitaire, qui va de la cartographie au portage d'objets de petite charge, par exemple des vaccins qui sont nécessaires de façon très urgente dans des zones inaccessibles. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, on travaille donc sur ce que je disais tout à l'heure, la cartographie des zones qui ne sont pas cartographiées. Donc on a un projet qui s'appelle Missing Maps, qui est un partenariat assez important avec Médecins sans frontières, plusieurs Croix-Rouges internationales. Dans ce cadre-là, en fait, on cartographie de façon ciblée des zones d'intérêt pour ces ONG. Et donc là, par exemple, jeudi, on organise un de ces mapatons, comme on disait, au Liberté Living Lab dans le cadre de la Social Good Week. Et Jean-Marc, vos projets de développement pour Entourage, vous venez de lancer l'application grand public. C'est ça, on a lancé il y a un mois l'application grand public dans le 2e, 9e arrondissement. Donc là, on expérimente avec les acteurs terrain, etc. pour voir comment ça s'en empare. On a pas mal d'améliorations qu'on aimerait apporter au système, donc on travaille vraiment sur ça. Et puis après, évidemment, c'est de le généraliser sur tout le territoire, d'abord sur Paris et puis dans le reste de la France. Et le deuxième grand projet, c'est d'accompagner ça avec des petits programmes de sensibilisation par des vidéos
de sensibilisation au comportement, sur les préjugés, sur les peurs, sur comment faire, quoi. Voilà, donc, rapidement, vous avez une communauté de combien de personnes sur le réseau? Là, il y a juste 4 semaines qu'on l'a lancé, on a 1 millier de downloads, il y a déjà une centaine d'entourages qui ont été créés, donc ça démarre juste, mais... Et de façon rigolote d'ailleurs, par rapport aux manières un peu traditionnelles de recruter des ONG, on a testé une méthode assez moderne de géotargeting de téléphone mobile de riverains, dans laquelle on vient détecter tous les téléphones mobiles qui bougent dans le 2e ou dans le 9e arrondissement, et on met des petites pubs interstitielles dans leurs applications en disant « rejoins le réseau de solidarité de ton quartier ». Et donc en faisant un ciblage géotargeté du porteur de smartphone, on l'invite à rejoindre un réseau de solidarité qui finalement se trouve autour de lui. Donc toujours dans cette proximité, quoi. Donc voilà. Merci, l'émission va bientôt venir à sa fin. Juste avant cela, on va faire une petite séquence sur les coups de cœur. Je crois qu'il y a un jingle spécifique pour les coups de cœur du First. Alors les coups de cœur, c'est tout simple, c'est partager avec les internautes qui nous regardent un coup de cœur qui vous a marqué dernièrement. Ça peut être un livre, un ouvrage, une exposition, un disque ou autre. Qui veut commencer à partager son coup de cœur? Moi, c'est quelque chose qui a été fait par Laurent de Cherizet, qui est le fondateur de Simon de Sirène, qui sont des maisons de partage entre des handicapés et des personnes valides. Et il a lancé un appel que je trouve très touchant, que j'ai signé et que je vous invite à relayer et à signer. C'est l'appel des intouchables. C'est lancé avec Pozzo di Borgo, et il a Omar Sy également qui le lance, et qui est un appel à la fraternité. Voilà. Et dans son appel, il dit quelque chose qu'on pourrait dire aussi sur les personnes SDF avec entourage, qui est de dire ces personnes handicapées, elles souffrent beaucoup de solitude et notre regard. Donc appel à la fraternité, qui est urgent, voilà, que chacun change vis-à-vis de ça. Ok, l'appel aux intouchables. Merci. L'appel des intouchables. L'appel des intouchables. Merci. Martin. Alors moi, je vais être un petit peu plus geek. Je vais vous parler d'un site web qui s'appelle The True Size Of, qui est un site que vous pouvez trouver sur Internet et que je trouve hyper intéressant pour voir l'importance en fait des cartes. C'est-à-dire qu'on est habitué à je ne sais pas si vous savez, mais les cartes ont toujours une projection, c'est-à-dire une façon de voir le monde qui est liée au fait que la Terre est un globe et il faut la mettre à plat. Et la projection qu'on utilise le plus couramment, donc sur tous les sites d'Internet de type Google, etc., s'appelle Mercator, et elle a tendance à beaucoup agrandir la taille des hémisphères nord et sud, donc des pays notamment l'Europe et les États-Unis. Et en fait, ce site reprojette la taille des pays par rapport à leur taille réelle, proportionnellement. Donc ça peut vous permettre de prendre par exemple le Congo et de le mettre sur l'Europe et de se rendre compte que le Congo est gros comme quasiment toute l'Europe en fait. Donc ça fait vachement relativiser sur la taille en fait des pays et sur l'importance qu'ont ces pays-là dans le monde. Voilà. Intéressant, coup de cœur sur les représentations que l'on a, et très bien, merci. Rémi, peut-être que tu as un coup de cœur? Oui, moi j'ai un coup de cœur à partager. Un coup de cœur, je vais vous parler d'une exposition que j'ai pas vue pour une fois. Mais pourquoi je vous parle d'une exposition que j'ai pas vue? C'est parce que justement c'est une exposition où il y a plus à vivre, à ressentir, qu'à voir des choses. C'est l'exposition de Tino Sehgal qui se tient au Palais de Tokyo jusqu'au 18 décembre. Tino Sehgal, il a une formation de chorégraphe, et quand on vient en fait dans l'exposition, on est accueilli par des personnes qui vous posent des questions. Et en fait, Tino Sehgal travaille sur la relation, sur l'échange, sur la parole. Alors je vous en parle parce que j'ai eu la chance de voir quelques œuvres, quelques séquences à vivre déjà de Tino Sehgal, et donc je vais aller le voir au Palais de Tokyo pour vivre cet échange. Voilà, jusqu'au 18 décembre au Palais de Tokyo. Mais tu le raconteras, Rémi, au prochain First. Exactement, exactement. Merci. Et écoutez, moi, je me permets, je suis un coup de cœur musical. Peut-être qu'on va l'entendre derrière moi. C'est Jacques. Jacques et l'incroyable vie des choses. C'est un artiste qui travaille sur les sons, qui travaille sur l'analogique, le numérique, et qui crée à partir de bruit, de bruitage, une musique, une sorte de techno assez dense et profonde. Voilà, on est dans le champ aussi de l'hybridation. Merci beaucoup à nos invités d'être venus sur le plateau du First. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Merci Martin. Merci à vous. Merci Rémi aussi d'avoir préparé cette émission. Merci aux producteurs du First et du programme des Rendez-vous du Futur, le Cube, JD Carré et Triple C. On se retrouve bientôt sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF, et cette émission est très très bientôt en replay. Merci et à très bientôt.